Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social. Alors, on est un peu surpris parce qu'en fait, le décompte maintenant, c'est plus 10 secondes, c'est 3 secondes. Donc, il faut être super rapide. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau plateau organisé par Miroir Social en partenariat avec le groupe UP sur le sujet de la transition écologique. Et on l'a déjà traité. Et cette fois, on le traite sous un angle un peu différent. C'est de voir comment des entreprises, on a 3 témoignages d'entreprises qui sont dont le cœur d'activité, dans les cœurs d'activité sont les plus, on va dire, ils sont à fort impact environnementaux, qui n'ont pas attendu la loi climat, les élus n'ont pas attendu la loi climat pour se sensibiliser sur les enjeux écologiques et ce que ça sous-entendait en termes sociaux, en termes d'enjeux. Et donc, ils n'ont pas attendu le nouveau cadre qui s'est posé pour les instances il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc, merci à vous trois d'intervenir pour illustrer un peu comment vous posez le sujet et dans quelle mesure par rapport à ce que vous faites, et justement dans quelle mesure ça peut donner des exemples à des entreprises dont les cœurs d'activité sont moins concernés et qui pour autant font des choses et c'est tout autant utile. Mais c'est l'idée de ce live, du live de ce matin, c'est de voir comment on peut faire le lien justement entre cette notion de petits gestes ou d'actions, on va dire, plus périphériques, avec des capacités d'action sur le cœur des activités, le cœur des modèles et comment on les fait évoluer. Ça, c'est à mon sens l'objectif de ce matin. Donc, merci à votre participation dans la salle. Vous êtes nombreux. Donc, n'hésitez pas à interagir, à rebondir, à partager vos expériences. Ça peut vraiment donner des idées à tout le monde et ça va alimenter le menu et ça nourrira tout le monde. Donc, c'est l'objectif de cette matinée. Voilà, parfait. Eric, on te voit. Parfait. Donc, oui, non, on est 4 intervenants, excusez-moi, parce qu'en fait, il y aura 4 éclairages. Donc, 4 éclairages. On aura un éclairage avec Didier Rivelois, qui représente la CFE-CGC pour Saint-Gobain PAM. Alors là, PAM, c'est la sidérurgie. Vous fabriquez des canalisations en fonte avec un haut fourneau. Voilà. Jérôme Boussard, tu représentes la CGT chez Sochaux. PSA, Stellantis. Donc, et tu vas nous donner un regard de la production. C'est intéressant. Comment vous, au niveau d'une usine comme Sochaux, vous voyez la transition écologique pour un constructeur automobile. Et enfin, on aura 2 témoignages avec Eramet, exploitant minier. Donc, avec Bertrand Dusanterre, toi, tu es en France, tu travailles à la recherche et développement, c'est Eramet IDs. Vous êtes 150 à travailler pour de la recherche et développement. Et Eric Hérial, toi, tu es en poste, toi, tu es localisé donc en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est grâce du live, c'est super d'avoir ton écho. Toi, et donc, tu travailles sur la filiale d'Eramet NLF, je crois, c'est NFL ou NLF? Enfin, et donc, qui exploite donc principalement le nickel. Et tu vas nous parler vraiment de ta zone de compétence sur qui n'est pas tant l'exploitation dans les mines. Il y a 5 mines en Nouvelle-Calédonie, mais sur le traitement ensuite de ce que vous exploitez dans l'usine. Et une usine qui a la caractéristique qui existe depuis 140 ans et qui est pratiquement au cœur de Nouméa avec des rejets. Et donc, l'enjeu écologique, il est plus ou moins, il est majeur. Et donc, toi, par exemple, toi, tu es CFDT, tu as un syndicat affilié à la CFDT, et Bertrand Dusanterre, tu représentes le syndicat ST. SMTE, le syndicat de la métallurgie, travaillons ensemble. Parfait. Basé dans les Yvelines. Voilà. Donc, je vais être assez bref sur mon introduction. Donc, merci à vous 4 pour vos interventions. Merci à Dorothée Charveria. Donc, tu es responsable de marketing et de la communication du groupe Technologia et tu vas très vite nous rapporter un peu les éléments saillants d'une étude, d'une enquête qu'a menée Technologia en partenariat avec France Inter et d'autres médias sur environnement et travail. Et tu vas nous donner la substantifique moelle un peu de cette enquête. Arnaud, tu es responsable de la vie coopérative et des partenariats du groupe UP qui donc porte cette matinée. Ça fait plusieurs éditions que porte le groupe UP sur différents sujets. C'est la première fois sur l'enjeu environnemental, si je me trompe, de façon aussi directe. Et donc, merci à UP. Et Arnaud, je te laisse commencer, sachant que Arnaud, tu seras aussi très actif pour me couper, pour intervenir par rapport à tout ce qui va se dire dans le chat et pour nourrir un peu nos échanges et donner de l'interaction à tout ce qui va se dire. Donc Arnaud, je te laisse commencer sur
pourquoi vous êtes là et avec quel positionnement. Bonjour à tous. Bon, je vais essayer d'être bref sur cette partie introductive. Tout d'abord, évidemment, Hop, on est très heureux de pouvoir participer à ce type d'événement en direct. On ne dit plus webinaire, mais en tout cas d'échange avec vous tous. Donc, je pense que vous connaissez Hop. Hein, c'est une entreprise coopérative qui émet des titres de service, des solutions de paiement. Premier titre concerné, c'est évidemment le chèque déjeuner qui était à l'origine de la création historique de notre entreprise. On est évidemment très intéressé par tout ce qui touche au dialogue social, puisque c'est ce qui produit des droits supplémentaires pour les salariés. Et nos moyens d'action dans ce cadre-là sont effectivement tout à fait destinés à pouvoir aider les élus dans leur mission, et notamment ceux qui souhaitent engager des actions significatives dans la réduction de leur empreinte carbone. Donc c'est vrai que pour ce qui nous concerne, on a été, comme toute entreprise, finalement, on a pu considérer pendant longtemps qu'on n'était pas vraiment concerné par l'enjeu environnemental. Et puis je crois qu'il y a eu un moment qui a été un moment fort, qui a été la COP 21, qui s'est tenue à Paris. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, quelle que soit notre situation, qu'on soit dans un secteur industriel à forte empreinte carbone, ou qu'on soit dans un secteur de service où ça peut paraître comme étant moins évident, on a tous quelque chose à faire pour jouer un rôle dans la transition écologique. Et donc, c'est effectivement à partir de 2015 qu'on a intégré un certain nombre d'éléments, on va dire, à dimension sociale, sociétale et bien sûr environnementale dans notre projet stratégique. Et donc, on a engagé des actions très concrètes. Donc, il y a évidemment tout ce qui touche à la mesure de notre empreinte carbone, la réduction des émissions, et puis également, puisqu'on est aujourd'hui la seule entreprise de notre secteur d'activité, en l'occurrence société émettrice de titres de service, à pouvoir être neutre en carbone, puisque nous compensons l'intégralité de nos émissions de CO2. Donc, la raison pour laquelle on a voulu, avec Rodolphe, continuer de travailler, creuser le sillon de la question de la transition écologique et du rapport aux entreprises et aux élus, c'est parce qu'on a tous aujourd'hui cette conscience du fait que, quel que soit le secteur d'activité auquel on appartient, on a possibilité d'agir et de faire des choses très concrètes. Donc, je reviendrai tout à l'heure un petit peu dans le fil de la discussion sur les outils qu'on a déployés, les partenariats qu'on a mis en place, notamment sur les sujets de la mobilité, avec une petite entreprise comme Betterway. Mais notre volonté d'aujourd'hui, et c'est le trait d'union que je vais faire avec Dorothée, à qui je vais laisser la parole, c'est que dans le cadre des partenariats qu'on mène, on est aussi évidemment très soucieux de voir comment aujourd'hui les élus, les entreprises prennent en compte ces enjeux environnementaux. Et donc, comme on a l'occasion de monter de nombreuses actions partenariales avec Technologia, qu'on a l'occasion de faire des choses ensemble très concrètement, on a eu la bonne idée, en tout cas j'espère que c'est le cas, de valoriser, de promouvoir la grande étude que Technologia a fait auprès de notamment de nombreux CSE, nombreuses entreprises, pour faire que cette étude ait la plus grande résonance possible et puisse nous permettre d'en tirer des enseignements très concrets sur les actions à mener dans les entreprises et dans les secteurs. Donc, je vais laisser la parole à Dorothée, et effectivement, avant de lui laisser la parole, peut-être simplement rappeler que je vais jouer un peu ce rôle, parce que c'est pas évident pour Rodolphe à la fois d'animer le webinaire et puis de suivre aussi toutes les questions qui sont posées dans le chat ou au travers du questionnaire. Et donc, je vais essayer de suivre ça attentivement, et je m'autoriserai pas, du coup, ou plutôt je m'autoriserai à revenir vers vous et à poser des questions directement à nos intervenants, pour aussi permettre à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce matin de pouvoir rebondir et poser des questions. Voilà, donc Dorothée, à toi. Merci. D'abord, je voulais remercier Rodolphe de nous avoir donné cette parole, et merci à toi, Arnaud, aussi, dans le cadre effectivement de ce partenariat, de nous permettre de diffuser maintenant les résultats de cette étude. Juste en 2 points, c'est une étude qu'on a menée de janvier à février en adressant plus de 20 000 questionnaires à des représentants du personnel, mais aussi à des directions, et dans toute catégorie d'entreprises et d'organisations confondues. On a eu environ 1900 répondants qui sont connectés au questionnaire et plus de 1200 qui le remplissent jusqu'au bout. Et on a décidé de compléter en fait ces questionnaires par une quarantaine d'entretiens que nous avons réalisés avec des directions ou des directions des ressources humaines qui étaient un peu en sous-représentation dans les répondants. Ce qui est important en fait, et pourquoi on a initié cette étude, c'est que d'abord Technologia, j'ai oublié de le rappeler, est un cabinet qui est le spécialiste et le leader de la prévention et des risques psychosociaux en entreprise, et on est aussi un acteur de la mise en débat de sujets sociétaux très en lien avec le monde du travail. On a lancé des études sur le burn-out, sur le rapport vie pro, vie perso, sur l'automatisation
du travail, je vais y arriver, ou encore sur les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire qu'on essaye toujours d'être à l'écoute, mais surtout de devancer un peu les grands sujets dans le monde du travail. Donc, si on regarde un peu plus précisément les résultats de cette étude et pourquoi on l'a lancée parce qu'en fait, on est 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi climat et très clairement, cette loi, elle intègre dans ses mises en application le fait que la préservation de l'environnement rentre dans les responsabilités de l'employeur et dans les prérogatives des représentants du personnel. Et ça nous semblait important d'aller entendre ces deux typologies de personnes en entreprise pour voir voilà, comment ils appréhendaient le sujet. Très clairement, les répondants se disent très sensibles à l'écologie, mais ce qu'on voit au premier plan, et on en discutait avec Rodolphe hier, on a d'abord un engagement prioritairement sur les petits gestes, c'est-à-dire qu'à 68%, ils se sentent concernés par l'écologie, mais à travers des petits gestes, qui priment évidemment sur les actions collectives, seulement 32% des répondants. Donc en clair, on trie son papier, on éteint sa lumière, mais aujourd'hui, on ne va pas forcément beaucoup plus loin. Alors, je modère évidemment par rapport aux intervenants qui sont autour de la table. Là, on s'est adressé à toute entreprise et pas à des entreprises qui seraient plus pointées du doigt ou plus polluantes ou plus impliquées par le sujet de l'environnement. Autre point qui était très important, c'est que 2 tiers des IRP, pour 2 tiers des IRP, très clairement, la priorité demeure la question de l'emploi et des conditions de travail versus l'environnement. On leur a posé des mises en situation. Par exemple, on leur posait la question de savoir s'il y avait un projet d'investissement dans leur entreprise qui mettait en balance environnement et emploi, qu'est-ce qu'ils privilégiaient? Très clairement, c'est l'emploi qui est privilégié à 67%. Le deuxième point, autre situation qu'on leur a proposée, s'il y avait un projet d'installation polluant mais créateur d'emplois, donc là on ne met pas en danger les emplois ou les salaires actuels de l'entreprise. Là pour le coup, ils sont défavorables à l'installation à 84%. Et dernière situation, si on propose un réaménagement qui met en balance le confort habituel des salariés et la préservation de l'environnement, ben là on regarde et on est plutôt pour la préservation de l'environnement à 60%. Autre point très important qui ressort de l'étude, c'est globalement l'inertie des entreprises sur cette question-là. Et que cette inertie est liée majoritairement au manque d'impulsion du management qui doit passer par 3 points, une stratégie partagée, mais du haut jusqu'en bas, des moyens financiers, et je vais en parler juste derrière, et puis une implication humaine à tous les niveaux de l'entreprise. C'est-à-dire que si les dirigeants, le management et même le top management ne sont pas impliqués et ne sont pas engagés vis-à-vis de leurs salariés, l'impulsion ne fonctionne pas. Et très clairement aujourd'hui, il faut dépasser en fait l'opposition entre l'économique et la transition écologique. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut prendre en compte que les investissements maintenant, qui sont souvent perçus comme des coûts par les investisseurs, par les actionnaires dans une vision très court-termiste, en fait, sont nécessaires pour des résultats sur l'environnement à moyen et long terme. C'est-à-dire que les investissements qu'on fait aujourd'hui, ils ne sont pas visibles immédiatement, mais ils sont indispensables. Il est indispensable de les mettre en route. Et puis, dernier point, donc, compte tenu du fait que l'environnement et la conscience écologique arrivent dans le champ des élus, il faut impérativement que demain, ils puissent avoir recours à des experts, comme on a un recours à des experts comptables, pour réaliser des bilans carbone ou d'autres bilans, par exemple, d'émissions des gaz à effet de serre. Et ça implique forcément une formation pour pouvoir faire bouger les lignes auprès du management, mais aussi pour être en capacité d'analyser les mesures des engagements. Voilà à peu près les grandes lignes de cette étude qu'on a donc menée avec France Inter et le groupe EBRA, qui sont une dizaine de titres de la presse quotidienne régionale. Merci Dorothée.
pour cet éclairage. N'hésite pas à intervenir au regard de ce que tu vas entendre, pour illustrer peut-être par rapport à des éléments plus micro de l'enquête que j'ai mis en lien. Et puis Arnaud, tu l'as remis également. Oui, je l'ai remis également. Il y a une question qui a été posée. On aura bien sûr la possibilité via Rodolphe de faire parvenir à tous les participants la présentation que vient de faire. Oui. De toute façon, elle était À la téléchargeable. fois l'étude intégrale, mais également la présentation que Dorothée vient de faire. Oui. Apparemment, tout le monde ne l'avait pas à l'écran. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Entendu, parfait. Alors, il y a déjà des. Alors, on va regarder un peu. Alors, il y a beaucoup de ressources. Hein. Il y a une personne qui parle effectivement, je ne sais pas si vous connaissez, mais le Shift Project. Il y a une grosse étude qui est menée par le cabinet Carbone 4, dans le cadre d'une opération qui s'appelle le Shift Project, et sur une modélisation des impacts de la transition sur différents secteurs avec une approche sectorielle qui est très intéressante. Et ils l'ont fait sur l'industrie notamment. Donc, je vous invite, voilà, la personne en parle, je vais vous mettre le lien dans le chat. Didier Réglelois, donc tu es donc délégué syndical CFE-CGC chez Saint-Gobain PAM, Pont-à-Mousson. PAM, vous faites, c'est 2000 salariés à peu près. Vous faites des canalisations en fonte pour transporter l'eau potable, principalement, c'est votre cœur d'activité. Et pour fabriquer ces canalisations, vous avez un haut fourneau et donc qui est quand même qui est très émetteur qui a une très forte empreinte environnementale. Et la caractéristique un peu, entre guillemets, dans le contexte de PAM, c'est que Saint-Gobain, votre maison mère, qui est à fond sur une logique d'habitat durable et market ça, hein, vous êtes un peu le caillou dans la chaussure, on va dire, excuse-moi le terme, et ça fait 3 ans qu'ils veulent vous vendre. Et donc, dans ce contexte-là, il y a une intersyndicale qui s'est créée pour dire, et c'est un point qui me semble très important, et au regard de ce que disait Dorothée, un de vos slogans, c'est de dire « OK pour nous vendre, mais investissez avant ». Je te laisse embrayer. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, Saint-Gobain PAM, on était une société mondiale. On était jusqu'à 10 000 en 2010, avec 2000 personnes en Lorraine, autour de Pont-à-Mousson, entre Lons-Simès. Donc là, on a fait d'énormes efforts ces dernières années là, de réduction d'empreinte industrielle. On a fermé la Chine, hein, c'est 5000 personnes. Donc là, ça a été piloté par Saint-Gobain, qui faisait le même métier que nous, mais pour le marché chinois. Et puis, on a essayé l'export, mais ça n'a pas fonctionné. En Lorraine, on a implanté depuis 170 ans. Et on a toujours fonctionné avec des hauts fourneaux. Donc, c'est la vallée de la Moselle, hein, de Longwy à Neuve-Maisons, hein, avec des Pompey là, qui a fait l'acier pour la Tour Eiffel. Donc, tout ça, c'est des sociétés qui ont fermé, hein, Longwy, Gandrange, Pompey. C'est des dizaines de milliers d'emplois, hein, qui ont disparu. Et nous, donc, on a nos fourneaux, et nos patrons à l'époque, qui étaient des grands exportateurs, hein, on faisait du grand export déjà en 1900, ont tout de suite, avec des hauts fourneaux, fait des produits finis, donc avec plusieurs gammes, et principalement les tuyaux d'adduction d'eau potable, et on est connu pour ça, et on a notre marque PAM. Typiquement, on représente 60% du marché européen dans ce métier d'adduction d'eau potable. On a un autre métier dont je suis le responsable qualité, c'est la voirie, les plaques de chaussée que vous voyez sur la route, marquées Pont-à-Mousson ou PAM, hein, on en trouve un peu partout dans le monde. Et on a une gamme de développement de l'assainissement. Donc là, c'est l'évacuation des eaux de pluie et l'évacuation des eaux usées. Donc toujours autour du tuyau en fonte. Donc là, la problématique pour nous, c'est effectivement, depuis une quinzaine d'années, Saint-Gobain veut nous céder. Avec la crise de 2008, les problèmes de finances en 2011, 2013, typiquement, on n'a pas assez investi sur nos installations. Saint-Gobain faisait des investissements capitalistiques dans les pays émergents, mais pas en Europe, ou pas suffisamment en Europe. Donc, on s'est retrouvé un peu coincé, avec des prix un peu plus élevés que la concurrence et en Europe, et surtout décalé complètement à l'export contre les Chinois et les Indiens. Donc là, après, ils ont des stratégies un peu différentes, mais typiquement, on n'arrivait plus à s'aligner.
Saint-Gobain, alors en 2017, on a lancé ce qu'on appelle un plan Avenir, donc avec beaucoup de sujets de réduction de coûts qui nous a mis à mal. Donc on vient de voir là dernièrement sur les analyses de Syndex le résultat de ce plan Avenir et globalement on a peu d'investissements qui ont rapporté ce qu'ils auraient dû rapporter et on a des trous dans la raquette en termes de compétences, donc c'est assez dur à vivre en ce moment. En 2000, alors ça démarre en 2017, en 2019, on a appris que Saint-Gobain voulait nous céder au numéro 1 mondial, notre concurrent numéro 1 mondial chinois, voulait nous céder, donc c'était un peu dans la continuité de la fermeture des usines en Chine. Et on voyait bien l'acteur chinois nous acheter pour profiter de nos réseaux commerciaux en Europe j'ai dire décaler les productions avec les routes de la soie en Chine et nous fermer tout doucement. Donc on s'est opposé. On a été voir tous les politiques lorrains qui sont partis voir le ministre, et donc ça a mis un frein et ça a coupé court à ce projet. Bon, après, il y a eu des tensions avec la Chine sur le marché mondial, des choses comme ça, donc politiquement, c'était plus correct d'en parler. Mais on est toujours, Saint-Gobain l'a rappelé dernièrement, on est toujours à céder. Le souci qu'on a, c'est que typiquement, il faut qu'on investisse. Donc, en 2019, on a fait le pari de dire, voilà, il faut qu'on se transforme. Et donc, la première annonce que j'ai faite en 2019 sur les ondes, comme aujourd'hui, je dis en Lorraine, on n'a plus de minerai, on n'a plus de charbon, et nous, on a encore des hauts fourneaux. Alors, effectivement, on va chercher le minerai très, très loin. Maintenant, on fonctionne avec des pellets, c'est encore un produit dérivé du minerai. Donc, on a un tout petit acteur sur ce marché qui est devenu très gros au niveau sidérurgiste. On a une capacité globalement de 400 000 tonnes. Le plus petit haut fourneau de Dunkerque qui fait 1 million de tonnes. Donc, ça ne peut rien avoir. On est un gros fondeur et un tout petit sidérurgiste. Donc, l'idée a été très vite. Donc, on a pris le secrétariat du CE, on a lancé une expertise avec un droit d'alerte et on a travaillé sur effectivement cette transition écologique en disant, voilà, on a de la ferraille en Lorraine, on a de l'électricité, on a des centrales. Bon, enfin, Senaille est fermé, mais on a encore Cattenom, on a d'autres centrales électriques. En plus, maintenant, il y a le projet du gouvernement sur de l'électricité, sur cette énergie. Donc, de la ferraille et de l'énergie, on peut faire ce que nos patrons avaient fait il y a 170 ans, utiliser la matière qu'on avait à disposition pour faire des tuyaux. Et donc, là, l'idée, c'est de se retrouver avec de la ferraille. Alors, c'est une métallurgie spéciale, il y a beaucoup de choses à faire. On a encore des faisabilités à chercher, avec des fours à arc électrique. Donc, c'est des technologies qui sont assez anciennes dans la sidérurgie, qui ont plus de 30 ans. Les Italiens maîtrisent très bien ces technologies. Il faut encore l'améliorer parce qu'aujourd'hui, on émettrait 4 fois moins que le haut fourneau en termes de CO2. Le haut fourneau, c'est 1,6 tonne de CO2 pour 1 tonne de fonte liquide. Donc, ça fait beaucoup de monde. Donc là, avec le four à arc électrique, on ferait 4 fois moins, mais bon, les sidérurgistes sont en train de passer avec de l'hydrogène à zéro cette quantité. Donc, on pourrait avoir une production totalement décarbonée. Et là, la condition, c'est effectivement d'arrêter les hauts fourneaux. Donc, on a un impact sur l'emploi. On est parti, nous, du principe, vu la pyramide d'âge, qu'on pouvait gérer. Mais bon, les collègues de la CGT sont partis du principe qu'il fallait préserver les hauts fourneaux pour l'emploi. Et là, donc, on a bataillé entre la direction de Saint-Gobain, la direction de PAM, l'intersyndicale, et donc on arrive à un virage. Saint-Gobain veut toujours nous vendre. Nous, la direction a commencé à travailler sur le projet de transformation. Bon, il y a beaucoup de solutions. Il n'y a pas d'affichage encore. Les collègues de la CGT sont revenus voilà, il faut se transformer, il faut le gérer. Donc, nous, notre souci aujourd'hui, c'est rentrer dans les mœurs qu'il faut arrêter nos fourneaux. On en a plus en Lorraine. Les derniers, en 2014, de Florence, sont arrêtés.
L'usine de Grandrange avait un four à arc électrique, s'est arrêté, donc elle a mis sur le marché de la disponibilité de ferraille. Donc tout ça, ça va dans notre sens. Donc là, on a parlé au président de la région qui a été réélu, Jean Rotner, là, sur les externalités, l'approvisionnement de la ferraille en péniche, la ligne de tension. Donc c'est des projets où on aura des aides. Et on a besoin de le faire avec Saint-Gobain parce que justement, Saint-Gobain connaît très bien l'Europe. Hein, c'est un fournisseur de matériaux, de verre et de matériaux pour l'habitat. Et typiquement, donc, ils ont aujourd'hui les moyens, les liquidités, mais on a surtout besoin on aura des aides de l'État sur les infrastructures pour modifier en interne. Et donc, c'est Saint-Gobain qui va nous aider avec aussi la gestion des compétences. Tous ces outils support, ça va être apporté par Saint-Gobain. Donc là, on a des grands enjeux. On essaye on a eu des clashs assez importants dans la maison, donc on essaye de refonder le dialogue social. C'est pas simple. Le projet, on commence à en parler. On espère avoir des bonnes nouvelles. Le souci, c'est maintenant que Saint-Gobain s'engage pour nous transformer avant de nous céder. On peut comprendre qu'on ne soit plus dans leur stratégie, mais on était en bonne santé quand on s'est marié avec eux en 1970. Et on aimerait sortir en bonne santé et reprendre notre vie. Destin en main. Merci Didier pour cette présentation des enjeux et comment concrètement les enjeux économiques pour vous. Une question dans quelle mesure justement l'entreprise n'a pas investi et dans quelle mesure que ça se traduit dans le cadre de la loi climat, etc. En fait, il n'y a eu aucune stratégie de réduction des émissions pour PAM depuis, de stratégie affirmée de réduction du coût énergétique de PAM depuis des années par la direction? Si. Non, donc les constats qu'on fait, on a avancé sur des tas de sujets, l'ISO 50000, sur les déchets, on a fait, très bien fait. Sur l'eau, on a fait aussi sur l'usine de Pont-à-Mousson, on a descendu énormément le prélèvement d'eau. Il reste encore l'usine de Fougue à traiter. On a investi un four à induction pour nos déchets de fonte fatale, donc là on peut refaire, mais on est encore à la marge. Le gros sujet, c'est le haut fourneau. Et c'est historique, il y a beaucoup de sensibilité. Et donc là, la force qu'on a avec le Syndex, qui nous aide, l'expert, qui connaît bien le groupe depuis très longtemps, et la CFTC et la CFDT, les trois d'intersyndicales, on est dans tous les métiers, sur tous les sites. Donc on arrive à suivre et à savoir ce qu'il faut. Et l'urgence aujourd'hui, maintenant, c'est... on a fait beaucoup de choses au niveau de Saint-Gobain, mais l'urgence, c'est vraiment le haut fourneau, sachant qu'on a un risque en 2030 un coût de CO2 qui va être rédhibitoire. Et on sait aussi intimement que les Indiens, les Chinois n'ont pas de ferraille. Leur industrie est beaucoup plus récente que la nôtre. Ils n'ont pas de ferraille. Ils ont encore, pour les Indiens, énormément d'énergie carbonée. C'est le premier producteur mondial de charbon et premier importateur mondial de charbon aussi. Il fait les deux. Donc, on peut... et si nous, on arrive à étudier on peut faire des choses très, très bien, quoi. Très, très bien. Il y a un point sur lequel je voulais te faire intervenir, Didier, c'est dans quelle mesure il y a eu ce projet que vous avez conduit en intersyndical avec l'appui du cabinet conseil, ça a fédéré des compétences métiers au niveau des militants syndicaux, des différentes organisations syndicales. Dans quelle mesure votre implication dépasse votre mandat de militant et de délégués syndicaux, mais c'est avant tout des compétences métiers qui s'impliquent dans le projet? Faux, vrai? Là, effectivement, il y avait un deuxième projet qui suivait derrière, c'était le découpage juridique de la société. Donc, ils ont créé deux sociétés en Lorraine, alors que historiquement, on a toujours été qu'une société. Donc, on a fait un projet, l'intersyndicale a créé un projet, et qu'on a motivé, on a été expliqué à tous les politiques. On a eu des fonds de pension qui ont pris, suite à la présentation de notre projet, des contacts directement avec notre direction générale pour en discuter. Bon, c'était un peu loin de leur truc, mais ça n'avait plus. Typiquement, on a, par rapport à ce découpage juridique, par rapport à la cession aux Chinois,
on s'est dit il faut qu'on fasse évoluer la gouvernance, donc type société à mission. Donc, on est parti sur un modèle société à mission avec une gouvernance qu'on a proposée. Le but, c'était de participer aux orientations stratégiques, autres que les avis motivés qu'on peut faire en CSEC, qu'on vient de faire en CSEC, qui sont vraiment sévères, mais bon, on essaie d'apporter aussi des solutions. Donc Alors, là, tu c'est… as le Statuscope, hein, tu peux y penser. On pourra en reparler si tu veux Oui, en marge de d'accord. webinaire. Typiquement, donc là, la gouvernance, et puis bon, on avait montré un modèle, les différents participants mettant des noms déjà de gens qu'on voyait autour de ça. On a développé énormément une stratégie commerciale sur le développement de l'assainissement, donc avec une raison d'être qui était le cycle l'ODD6, le cycle de l'eau et l'assainissement. Donc, on est sur des réseaux efficients d'adduction d'eau potable et on vendait le fait qu'on pouvait être sur des réseaux efficients en assainissement. Notre matériau représente 2%, il est beaucoup plus cher que le béton ou le plastique, de fait, donc on a du mal à se placer. On est sur des niches, quoi. Mais on voulait se développer. Et la troisième partie industrielle, on avait fait une liste à l'après-vert d'investissements productifs. Et là, on est passé sur… on va passer sur des choses beaucoup plus sérieuses au niveau des investissements. Donc là, on essaye de communiquer en interne, c'est difficile. Donc là, j'ai fait un article de presse dernièrement où j'ai annoncé au niveau local, c'est resté très local, qu'il fallait qu'on arrête les hauts fourneaux en Lorraine, qu'il fallait qu'on relocalise certaines fabrications qu'on avait délocalisées pour l'emploi et tout ça. Donc, et là, ça a fait bouger les lignes et on essaye de faire accélérer ça pour la transition qui va durer 3 ou 4 ans, puis qui va coûter très cher. On parle de 200, 300 millions. Donc, c'est très cher. Ça peut être aidé. Donc, on est en train de pousser tout ça pour avancer avec le projet à mission. Ok, très bien. Alors, pour terminer, Didier, quand même, c'est un point qui me semble, tu disais que c'est à peu près 2000 emplois, Pam. L'arrêt du haut fourneau, concrètement, c'est combien d'emplois supprimés? On ne peut pas… globalement, certains annoncent 400. Il y a 3 ans, ils ont annoncé 400. Mais bon, dans la réalité, on est sur 70 personnes. Bon, c'est des métiers qui sont très durs. Le fondeur, en été, il boit 1 litre d'eau par heure. Je vous laisse imaginer. C'est énorme. Il fait vraiment très chaud sous ces protections. Donc, c'est des métiers qui sont très durs, même si c'est des métiers, tout le monde est très fier. 70 emplois. Par contre, ça va faire… monter en compétence beaucoup de gens, créer de nouveaux métiers. Et en face, on a mis la relocalisation de produits avec une opportunité de créer 200 emplois. Donc, bon an, mal an, au niveau de l'emploi, au niveau des compétences, ça va monter. La qualité, les conditions de travail, tout ça, ça va s'améliorer. Donc, on est sur un trend qui, oui, non, on ne risque pas de perdre d'emploi à la fin, quoi. Reconvertir, ça, il faut le prévoir, oui. Parfait pour ces précisions, Didier. Je t'invite à regarder dans le chat, il y a des questions précises, techniques. On ne va pas répondre en live, mais sur le coût de l'électricité, etc. Si tu le sens, n'hésite pas à intervenir dans le chat par rapport aux questions qui rebondissent sur ton intervention. Merci à toi, Didier. N'hésite pas à rebondir au fil de nos échanges. Arnaud, tu vois, c'est bon? C'est parfait. Je te laisse assurer la transition. C'était ce que j'allais proposer pour laisser aussi du temps à nos autres intervenants et continuer l'échange. Parfait. Alors, Jérôme Boussard, donc toi, tu représentes la CGT du côté de Sochaux et du site historique de Sochaux, de PSA, ex-PSA à Sochaux et donc maintenant Stellantis. Toi, donc, tu représentes la CGT et vous, la CGT, vous êtes un peu les poils à gratter de la transition écologique, énergie, du modèle du côté de l'usine, parce que tu vas nous l'expliquer. En quoi vous considérez que la transition, c'est pas une transition, ça va super vite. Concrètement, tu disais que d'ici dans 3 ans, et tu l'expliqueras, tu pourras le détailler, dans 3 ans, c'est 1000 emplois en moins, alors que c'est 6000 emplois actuellement sur l'usine et qu'il y a 10 ans, c'était 12 000. Et que c'est pas simplement, et là tu auras l'occasion de le préciser, cette transition
qui n'en est pas une, qui ressemble peut-être même plus à une rupture, c'est pas simplement des conséquences en termes d'emploi, mais c'est également des conséquences en termes de conditions de travail. Et ça, tu vas pouvoir nous l'expliquer. Jérôme, à toi la parole. Oui, alors moi c'est ma première, donc merci de votre invitation déjà. Et je ne suis pas forcément très à l'aise. Bon, alors il va falloir être un tout petit peu tolérant. Voilà. On est tranquille, merci à toi. Et oui, donc nous sur Sochaux, donc voilà, c'est la production de véhicules. Hein, et donc la transition, entre parenthèses, ça va super vite. Et bien sûr, nos emplois en souffrent. Hein, il y a 10 ans, on était 12 000, aujourd'hui on est 6 000. Demain, l'usine de Sochaux 2022, l'usine dite du futur, c'est 5 000 emplois, avec des postes qui sont de plus en plus difficiles, puisque vous ne montez pas une voiture électrique comme vous montez une thermique. Je m'explique sur le fait de, par exemple, un câble comme une électricité jusqu'au moteur est 2 à 3 fois plus gros qu'un câble de batterie aujourd'hui. Mais le temps de monte de ce câble, il reste le même pour l'opérateur. Donc forcément, voilà, c'est plus difficile, c'est plus costaud à plier, c'est plus dur, voilà, donc l'opérateur va être noyé. Il y a aussi la même problématique que nos copains de la PAM. Voilà. Donc nous, on bosse avec des fondeurs, notamment la fonderie MBF du Jura, qui avait des commandes au niveau pièces mécaniques des voitures. Aujourd'hui, la fonderie est fermée. Voilà. On n'a pas prévu, et Peugeot s'est vite désengagé de la fonderie. Et donc la transition écologique, pour nous, c'est synonyme de casse d'emploi, malheureusement. Je pense qu'on aurait peut-être dû prendre tous un peu plus de temps, de réfléchir comment on faisait les pièces, comment le temps de monte, comment partager le travail. Et puis nous, sur notre inquiétude, c'est plus de voitures électriques. Donc, comment on fournit aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde et malheureusement, comment on fournit de l'électricité pour tous ces véhicules qui vont être sur la route. Un deuxième aspect, c'est que le véhicule électrique, on va prendre une 208. Une 208, c'est 16 000 € en entrée de gamme, on va le dire comme ça. Demain, c'est le double du prix. Donc voilà, pour nous salariés, c'est 1 400 € net par mois pour se payer une voiture comme ça. C'est très, 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 très compliqué. Oui. Intègre mon micro. Excuse-moi, Jérôme, je me permets d'intervenir parce que quand on préparait l'entretien, tu m'expliquais, c'est pas une anecdote, c'est une incohérence, enfin à mon sens, une incohérence et qui mériterait d'expliquer. Tu parlais du coût de la voiture électrique et tu m'expliquais qu'à Sochaux, historiquement, il y avait des lignes de bus qui étaient payées, financées par la direction pour amener les salariés, les ouvriers sur l'usine pour leur éviter de prendre la voiture et accessoirement, pendant le temps de trajet, de se reposer tranquillement dans le bus à l'aller comme au retour. Là, il y a un an, la direction a annoncé qu'à Sucret, c'était terminé, les lignes de bus. Il y avait encore 500 salariés qui l'utilisaient. Dans quelle mesure ce genre de truc, c'est une contradiction majeure entre l'affichage, transition écologique, etc., et puis le fait qu'on va amener ne serait-ce que 500 salariés à reprendre leur voiture, etc., alors qu'en bus, c'était moins consommateur, et puis c'était, en termes de qualité de vie au travail, c'était tout bénef. Ouais, c'était dans les années 1960. Voilà, les salariés, Peugeot et les salariés, tous le même intérêt commun sur le coup de venir à l'usine donc pour produire donc, un avantage pour l'employeur, et puis le salarié monter dans un bus, avoir pas de frais d'essence et surtout, après une journée de travail, pouvoir se reposer dans le bus. Donc ça, c'était dans les années 60. Et tout le monde était très bien et OK. Il y a 2-3 ans, la direction de Peugeot, avec, voilà, c'est comme ça, mais avec une complicité de certaines organisations syndicales, donc voilà, on ne va pas débattre là-dessus, ont commencé à élargir les transports. Donc, on va prendre un cas concret. Nous, on est à Sochaux, Lure est à côté de chez nous. La personne montait dans le bus, mettait une demi-heure. Il y a 2 ans, la même personne mettait 45 minutes, 50 minutes. Donc, on a allongé les temps de trajet pour dégoûter la personne jusqu'en arriver à supprimer ces lignes de bus. Ce qui permet aussi à la direction, en supprimant ces choses-là, de faire de la flexibilité horaire sur l'emboutissage, mais pas en faire, par exemple, sur le montage. Donc, c'est totalement une incohérence quand on prône le tout électrique et qu'on dit on va réduire notre empreinte carbone sur la société et autres, et remettre 5000 voitures, puisque voilà, on va dire qu'avec le télétravail, certaines personnes sont à la maison, mais y compris mettre des voitures comme ça sur la route, avec tous les dangers que ça représente, la pollution et autres, c'est complètement une incohérence chez Peugeot. Et M. Tavares, lui, ce qu'il est inquiète dans l'électrique, c'est
Ben, c'est comment je vais faire pour aller vite, faire plus de voitures avec moins de personnel. Voilà ce que M. Tavares veut. Nous, à la CGT, on dit que il suffit de prendre un peu de temps. Il y a des projets. Je prends par exemple nos camarades de Forestia qui s'occupaient des systèmes d'échappement avant. Eux ont bossé sur un projet d'hydrogène pour le véhicule. Ce projet reste dans les tiroirs. C'est dommage parce que c'est peut-être là qu'il faut aller. C'est le tout électrique va consommer forcément plus. Donc, est-ce qu'il va falloir monter plus de centrales nucléaires? Je ne sais pas, moi, je suis couvrier, mais c'est des questions qu'on se pose. Et quel est l'accès demain aux véhicules pour nos enfants, aux petits-enfants et même nous, quoi. Comment on va venir au travail pour celui qui habite à 40, 50 km si c'est tout électrique avec une voiture à 40 000 €, quoi. Parfait. Jérôme, il y a une autre question, et là je reviens sur le cœur. Tu dis on pose des questions, justement vous en posez des questions et on ne vous répond pas, notamment sur le fait que vous aimeriez savoir le coût global d'une voiture, des composants d'une voiture et d'où ça vient, et l'empreinte d'une voiture électrique. Et là, la direction, quand vous posez la question en CSE, dans le cadre des instances, dans le cadre de la loi climat qui vous permet de poser ce genre de questions, la direction, gentiment, vous répond que c'est secret défense, circuler, il n'y a rien à voir, et que là-dessus, il y a... Enfin, c'est historique. Il y a toujours eu des secrets de fabrication, mais là, de connaître, par exemple, d'où viennent les éléments d'une batterie. Voilà. On ne sait pas. Ils nous diront pas d'où vient l'élément de la batterie. Nous, on a besoin de savoir d'où ça vient. On a besoin de savoir d'où ça vient, où c'est produit, comment c'est produit et par quelle voie c'est transporté. Quand on voit qu'aujourd'hui, et c'est chez tous les constructeurs, il y a la crise des semi-conducteurs. Voilà, on a du mal à produire ces pièces. On va les chercher en Chine. On les emmène en bateau jusqu'en France, aux Pays-Bas, et après, du Pays-Bas jusqu'en France, ça met en camion. C'est aussi une incohérence du système. Comment on peut dire on va lutter contre la pollution, mettre des tas de bateaux dans la mer, après derrière des camions, et puis se dire, de toute façon, on va faire de une voiture électrique. Non, c'est quand même une incohérence du système. Et nous, voilà, on sort à une direction qui se bloque sur ces secrets défense. Nous, si on veut savoir, c'est pas pour en faire la pub. Bien sûr, on comprend que le constructeur automobile, comme toute personne, a besoin de vivre, a besoin s'il vit, nous vivons aussi derrière. Donc, on a juste besoin de comprendre c'est quoi leur démarche, comment ils vont chercher ces produits, parce qu'on entend tout et n'importe quoi là-dessus, et donc on a besoin d'éclairage. Il y a une question qui est posée dans le chat. Moi, sur la BDES, la base de données économiques et sociales, maintenant qui est désormais environnementale. Théoriquement, dans le meilleur des mondes, potentiellement, ce genre d'éléments sur d'où viennent l'empreinte l'empreinte de ces différents éléments constitutifs d'un moteur, notamment d'une batterie, etc. Ça devrait se retrouver dans la BDES. Alors là, je dis peut-être n'importe quoi, mais potentiellement, oui, non, ou pas? Potentiellement, oui, mais après, c'est des chiffres qui évoluent, c'est des chiffres il y a toujours une excuse pour ne pas donner le chiffre. Il y a toujours une excuse pour ne pas donner le chiffre. Et malheureusement, sur le coup, on est seul. Et on aimerait bien être rejoint. On ne perd pas espoir. Demain, ça risque d'arriver, parce que chacun a ses sensibilités, chacun prend le temps de la réflexion, ce qui est normal. Et donc nous, on espère avoir les chiffres. Et dans la BDES, pour l'instant, ça n'apparaît pas. C'est aussi la cohérence du CSE aujourd'hui. Hier, avec le CHSCT, on avait beaucoup plus d'appui et de pouvoir, nous, syndicats, qu'on en a perdu aujourd'hui. C'est le CSE qui a miné les instances. Entendu. Merci Jérôme. Ouais, je pense que c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, ça regroupe certaines questions qui sont posées. C'est sur la question de l'approche globale. On se rend compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas, sur une question aussi importante que la question de la transition environnementale, aborder les sujets en silo. C'est indispensable d'avoir une approche globale. Et ce que tu viens de dire concernant les moyens CHSCT versus CSE sont effectivement au cœur des moyens qui sont accordés aux acteurs du dialogue social dans les entreprises pour pouvoir avoir à la fois accès à de l'information indispensable pour exercer leur mission, notamment les missions sociales et économiques, qui sont quand même normalement à la base de leur existence. Et puis le deuxième aspect qui va avec, c'est comment en fait aujourd'hui on développe des moyens d'action pour permettre aux acteurs du dialogue social, particulièrement aux organisations syndicales présentes dans les CSE, pour coordonner des actions et obtenir des informations qui aujourd'hui leur échappent, en tout cas qui ne sont pas portées à la connaissance des élus. Et effectivement, si on veut pouvoir donner les moyens aux élus, aux IRP de mener leurs actions de façon très concrète à destination des citoyens, des salariés
qu'ils représentent dans les entreprises, ça en passera certainement par ce biais-là. Merci Jérôme. Merci à vous. Non, Jérôme, ne t'en vas pas. J'ai encore une question. Du coup, Non, une question, tu m'expliquais que, et c'est un point qui me paraît intéressant également, la marche forcée de la direction sur l'électrique, avec les cadences que ça sous-entend, ça a contribué au niveau de l'équipe syndicale CGT à nouer des liens qui étaient un peu distendus entre vous, la prod, et les ingénieurs, les ingénieurs en poste CGT dans la R&D. Il y a une convergence ça a scellé une convergence. En quoi ça vous a permis de mieux travailler ensemble? avant, oui, on ne se comprenait pas. Voilà, entre l'ouvrier et les cadres, techniciens, ingénieurs, on n'arrivait pas à se comprendre. C'est comme ça, c'est historique malheureusement, mais depuis qu'il y a ce passage à l'électrique, les futures voitures qui vont arriver, le technicien nous explique que lui, il n'a pas le choix de faire un gros câble et de le faire passer par là. Et nous, ouvriers, on arrive à comprendre que lui, voilà, il est soumis à des contraintes, ce qu'on n'arrivait pas à comprendre hier. Et oui, ça a soudé l'équipe et c'est très bien. Aujourd'hui, on s'ouvre. Et pareil du côté du technicien, qui dit, lui, oui, si je peux le passer différemment, je le ferai, les copains. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas, quoi. Donc, je suis bloqué par mes batteries, je suis bloqué. Et oui, du coup, c'est un point positif quand même, ce coup-là. Et on espère que, continuer dans la même veine et puis que ça nous rapporte encore un peu plus d'expérience, quoi. Moi, j'avais juste une question, c'est est-ce que vous vous êtes organisé pour faire appel à des experts pour vous aider justement à obtenir ces informations que vous n'arrivez pas à obtenir, ou est-ce que pour l'instant, vous gérez tout seul en fait? Pour l'instant, donc pour faire une expertise chez PSA, il faut que ça soit la majorité. Et nous ne sommes pas majoritaires. Voilà. D'accord. Donc forcément… Il n'y a pas d'intersyndical aujourd'hui suffisamment… Pour l'instant, il n'y a pas d'intersyndical, on a trop de différences. J'ai dit pour l'instant, j'espère que ça va venir. Il ne faut pas perdre espoir, ça va venir. Et je suis sûr que l'être humain est capable de se mettre ses petits égos de côté, y compris pour nous. Voilà. Et j'espère que ça viendra et qu'on pourra avoir une expertise un peu solide là-dessus. Voilà, j'avais une dernière remarque, excuse-moi. Non, vas-y, Dorothée, parce qu'il y avait une question sur le chat qui était en résonance. Vas-y, alors, je te laisse. Mais qui a rajouté une petite couche de la part de Nicolas Fourmont qui disait également, est-ce que vous avez du coup, mais il y a une partie de la réponse dans ce que tu viens de dire, envisagé de lancer une procédure? Et si oui, comment est-ce que tu penses argumenter pour obtenir les informations? Pour l'instant, tant qu'on n'aura pas la majorité syndicale… La réponse était… Voilà. Dorothée, pardon. Non, j'avais juste une remarque par rapport à ce que vous disiez, Jérôme, c'est que très clairement aujourd'hui, les constructeurs se posent pas aussi la question de façon plus globale dans la transition, parce que construire des voitures électriques, ça veut dire demain émettre du CO2 par rapport à l'origine de l'électricité. C'est-à-dire que, par exemple, en Pologne, on sait qu'ils accélèrent le travail des mines de charbon pour pouvoir créer de l'électricité, pour pouvoir nourrir les voitures électriques. Donc ça pose aussi une question par rapport à un produit dont on a l'impression qu'il est super écologique, mais pas forcément dans la réalité si on regarde le système global. C'est ça. Ils ne se posent pas la question d'où vient l'origine de l'électricité. De toute façon, Stellantis, mais comme Renault, comme d'autres marques automobiles, on leur impose de faire de la voiture électrique. Ils vont faire de la voiture électrique. Par contre, si ça pollue derrière, ils ne se poseront pas la question. Pour eux, la face est soudée, quoi. Donc voilà. Merci Jérôme. En tout cas, ça montre bien les limites du cadre légal. La loi évolue, on a la loi climat, mais voilà, ça ne changera pas grand-chose. Les ressorts vont bien au-delà et pour faire, par exemple, on le voit, il y a le décret de la BDESE maintenant, BDESE, et on le voit bien, la BDS, ça fait je ne sais plus combien d'années qu'elle est obligatoire et théoriquement, elle est obligatoire et dans la plupart des entreprises, déjà sans la partie environnementale, elle est remplie, elle est inutilisable, elle ne sert pas à grand-chose, ce n'est pas un outil de pilotage, elle n'est pas exhaustive, enfin, elle ne peut pas être exhaustive, mais les éléments d'information ne sont pas pertinents dans beaucoup, alors que théoriquement, il y a une obligation légale. Bon, bref, tout ça pour dire que l'obligation légale, ça vaut ce que ça vaut et qu'il faut peut-être souvent mettre des pieds dans la porte. Bertrand Dusanterre, donc vous êtes représentant du personnel STME chez Eramet. Donc on passe, il y a quand même des connexions entre vous trois parce que vous exploitez du minerai, enfin vous
vous le produisez, et une partie de ce minerai peut notamment alimenter les batteries, peut-être, non, je me trompe peut-être là. En tout cas, toi, tu travailles à la R&D. Donc c'est Eramet IDs, et donc comme tu m'expliquais, enfin l'exploitation Eramet, l'exploitation minière en France et peut-être plus largement, ça a une très mauvaise image. Comme tu me l'expliquais, quand vous arrivez sur un site où il y a du minerai, et ben il y a une montagne. Quand vous partez, je reprends tes termes, il n'y a plus de montagne. Si c'est une plaine, et ben une fois que vous partez, elle fait 7 mètres de moins. Bref, c'est assez radical dans les transformations environnementales. Pour autant, et pour des matières qu'on exploite, que tous là dans cette salle, on exploite, on est bien content d'avoir, etc. Toujours est-il, vous avez une sensibilité environnementale au niveau de la R&D. Votre boulot, c'est au niveau de travail sur les process pour réduire justement cet impact, etc. Parce que quand il faut exploiter, ben, il faut exploiter. Mais ensuite, dans le traitement, là, vous avez tout un process qui se met en place, et avec une acuité forte sur la partie environnementale. Donc, comment ça se traduit concrètement, Bertrand ? Oui, alors, en fait, on est deux. Il y a, en dessous sur l'écran, il y a Eric Herial qui parlera plus précisément de la transformation des minerais en métaux. Donc, je voulais simplement expliquer pour les gens qui nous écoutent. Donc, Eramet, c'est un groupe français, le seul groupe français minier, et ses activités étant loin, c'est-à-dire au Gabon et en Nouvelle-Calédonie, principalement pour ce qui est du minerai, c'est pas très connu, et ça gagnerait beaucoup à être connu davantage. Eramet est une société d'État qui a été fondée au début des années 80 pour sauver de la faillite, et ça va peut-être parler à Didier qui nous écoute, pour sauver de la faillite une société qui s'appelait Le Nickel, qui faisait depuis une centaine d'années du nickel en Nouvelle-Calédonie. La mission de sauvetage a réussi, alors il y a des hauts et des bas, mais elle a réussi, donc cette société a plus de 140 ans maintenant. Et j'y ai moi-même travaillé avec Eric, donc, qui vous racontera ce qui se passe là-bas au niveau environnement. Donc, ce grand groupe fait aussi des alliages et des super-alliages par ses filiales Aubert et Duval, et on a appris il y a quelques mois que Eramet voulait se désengager de ses activités. Donc, nous, on vit aussi, avec une certaine surprise et tristesse, une espèce de transformation de la RSE d'Eramet, puisque la notion RSE, elle est explicitée de manière moderne de cette manière, mais autrefois le RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale de l'État, ça consistait à sauver des entreprises que le marché aurait condamnées, mais que l'État se pensait capable de sauver. De l'entreprise, excuse-moi de te couper. RSE, entreprise. Oui, entreprise, mais la RSE, ça inclut pour nous une responsabilité aussi de l'actionnaire. Ouais, de l'État, ouais. Et l'actionnaire, chez nous, c'est l'État. Donc l'État, à l'époque, raisonnait encore relativement bien, c'est-à-dire qu'il disait, oulala, si telle entreprise tombe en faillite, on va avoir des gros problèmes sociaux ici ou là, donc on doit faire quelque chose. Cette mentalité, bonne mentalité d'autrefois, en fait, elle est en train de disparaître, puisqu'on vit maintenant une société Eramet qui met dans ses choix, ses options stratégiques de vendre les actifs non rentables. Et on est en train de vendre des sociétés. On en avait une à Sandouville, près du Havre, qui faisait du nickel. Ce nickel, cette société datait de 1978. Bon, c'était économiquement pas favorable, c'était difficile, bon, mais ça ne nous a jamais mis en faillite non plus. Et donc, elle est vendue. On voit partir cette société en petits morceaux. Et elle est vendue parce qu'il y a une espèce de nouvelle RSE de l'actionnaire qui est de vendre le non rentable. Voilà. Donc, nous, au SMTE, on s'oppose à cette vision-là, mais évidemment, on est tout petits moyens, donc la plupart du temps, on ne fait que contester, et puis ça n'a pas de résultat, évidemment. Voilà, ça c'est pour Eramet. Maintenant, pour ma société à moi, là où je travaille, c'est une petite filiale d'Eramet qui fait la R&D. Et la R&D, donc on l'appelait IDs, c'est un peu plus moderne parce qu'au niveau de on a fusionné, si vous voulez, la partie ingénierie, donc des gens qui sont spécialisés pour construire des usines ou installer des ateliers. On a fusionné l'ingénierie avec la R&D pour rendre plus rapide le processus de création et d'innovation. Donc ça, c'était une bonne idée. Et nous, on travaille donc pour les sociétés comme la Société du Nickel, qui sera représentée par Eric en dessous, et pour d'autres sociétés du groupe. Voilà. Donc, mon intervention dans cette discussion, elle pourrait s'orienter sur les petits problèmes d'environnement qu'il peut y avoir dans une société de R&D qui a
quelques petits fours, quelques processus chimiques ici ou là, mais nous, comme tout est à l'état microscopique, si vous voulez, il n'y a pas d'enjeu majeur. Chez nous, l'implication des salariés, de la direction, etc., pour éviter les pollutions dans notre activité de tous les jours, c'est pas grand-chose. Là où on joue un rôle, c'est quand on participe à une solution industrielle qui sera implémentée, par exemple à la société Le Nickel. Donc, en tant que délégué du personnel ou délégué syndical que j'étais, on n'intervient pas dans les décisions industrielles. Donc, moi, je pense qu'un gros plus qu'il faudrait soutenir, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'il faudrait que les CSE soient davantage publics, c'est-à-dire qu'on représente aussi bien des salariés que des voisinages, que des gens qui habitent autour de ces sociétés. On représente un peu tous ces gens-là et on devrait avoir davantage de droits d'intervention dans les décisions qui sont prises. Alors, certaines décisions sont très bien, on y contribue, et puis certaines décisions, nous, on les juge insuffisantes ou parfois totalement absentes. Voilà, ça, c'est la problématique. Pourquoi les décisions sont absentes? Vous le savez tous, hein, c'est que le porte-monnaie de l'entreprise n'est pas un puissant fond. Donc, à un moment donné, même si on voulait faire parfait, on ne pourrait pas. Donc, ça, c'est le problème principal. Ouais, voilà. Et Bertrand, je me permets, ce que tu me disais, au niveau, vous êtes 150 au niveau de la R&D, il y a un trait, c'est pareil au niveau d'Eric en Nouvelle-Calédonie, mais au niveau d'IDEAS, quand bien même vous n'êtes pas au cœur de l'exploitation et de la prod, il y a un très haut degré de sensibilité des salariés sur comment on peut améliorer les process et comment on peut faire en sorte que ces process de production puissent réduire l'empreinte. Et pour être plus précis sur justement l'arbitrage avec le facteur coût, vous êtes force de proposition et ensuite il y a l'arbitrage en fonction de l'arbitrage strict. Voilà, mais en fait l'arbitrage strict, hein, c'est des comités qui nous échappent, c'est-à-dire que individuellement, je crois que je ne vois personne dans l'entreprise qui ait une intention de polluer, de travailler mal ou de faire un procédé qui ne marche pas. Donc tout le monde veut bien travailler, ça c'est l'aspect individuel, mais au niveau du résultat collectif, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la fonction financière, budgétaire, qui va dire tel projet, non, c'est trop cher, ou bon, on va décaler pendant 1 an ou 2 parce que c'est pas le moment, ou enfin il y a toujours des choses comme ça qui se passent. Et nous, on ne sait pas forcément pourquoi, et l'institution du CSE aujourd'hui n'est pas suffisamment peut-être connue ou publique pour que ces choses-là soient connues. Voilà. Parce que à t'écouter, en fait, c'est intéressant dans ton éclairage au niveau d'IDEAS. Là, tu parles en fait avant tout comme salarié d'IDEAS, comme ingénieur au niveau de la recherche et développement. C'est la capacité de personnes comme, au niveau de tout le monde, en fait, de tous les salariés à pouvoir, dans le cadre de leur activité, à faire en sorte que les process, ce qui est mis en place soit le moins contribue à réduire l'empreinte. On est d'accord. Ça dépasse même le champ de l'engagement militant syndical. Moi, je suis complet en moi-même, c'est-à-dire c'est moi-même. Je suis à la fois citoyen, à la fois salarié, et à la fois représentant de tout ça. Donc, c'est un peu tout en même temps. Je parle au nom de tout ça, mais je parle aussi au nom d'une certaine vision d'Eramet qui n'est pas ma société qui m'emploie. Moi, je suis juste une petite filiale. Mais je me permets d'étendre mes interventions à une signification globale au niveau groupe, parce que notre R&D, elle sert à tout le monde dans le groupe. Et par exemple, ces forces financières assez mauvaises, en fait, finalement, elles font que, par exemple, aujourd'hui, c'était le cas depuis longtemps, la société Le Nickel, Eric va en parler, hein, si elle n'a plus d'argent pour acheter des prestations de R&D, on lui dit, ma pauvre, tu n'as plus d'argent, tu ne peux pas faire de R&D. Or, c'est précisément quand une société est en difficulté qu'il faut lui offrir gratuitement de la R&D quand il y a de l'argent dans le groupe. Donc, la méthode même financière qui considère que la R&D est une prestation qu'on paye, par exemple, je m'oppose à ça. Je trouve que ce n'est pas performant de raisonner de cette manière. Entendu. Merci Bertrand. Et intéressant à creuser l'éclairage. Alors, l'éclairage d'un CSE élargi avec d'autres parties prenantes. Déjà, c'est pas simple.
à suivre, mais effectivement. D'ailleurs, il y a une remarque de Nicolas dans le chat qui est intéressante parce qu'elle vient effectivement confirmer ce que Bertrand a dit, hein, c'est que donc Nicolas accompagne en fait via la structure Gate 17 des CSE dans la création de commissions environnement. Et il nous dit que en fait aucune direction n'a encore accepté d'intégrer les parties prenantes à une commission environnement dans l'entreprise. Hein. Donc c'est effectivement un énorme chantier qui s'ouvre devant nous et on attend impatiemment des textes qui permettraient de le faire. J'irai plus loin dans ma demande et en fait elle irait volontiers vers les députés en réalité. C'est que quand vous faites une commission et que vous notifiez d'un avis des salariés, en fait ça reste quand même enfermé dans la société. C'est pas des choses qui sont publiques. Et il y a certains sujets qui sont en réalité des sujets publics et qui mériteraient peut-être que des médias comme vous, Miroir Social, vous puissiez être les relayeurs. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas être relayeur de ce qui s'est passé dans un comité d'entreprise. Donc, si on veut donner du poids aux syndicats, vu que assez peu de gens sont syndiqués aujourd'hui, il faut que les systèmes de médias indépendants comme vous puissent exister et avoir de l'audition. Donc, on a besoin de vous d'une certaine manière. En tout cas, j'ai découvert ça quand vous m'avez appelé. Merci Bertrand, entendu. Eric Arial, donc toi, bonjour. Toi, tu es en Nouvelle-Calédonie, merci. Donc, tu as plus 10 chez toi. Donc, c'est ça. C'est la fin de journée, enfin la soirée même. Voilà. Et tu es élu, tu es syndiqué dans un syndicat qui est affilié à la CFDT. Et donc c'est à peu près 2000 salariés chez Eramet en Nouvelle-Calédonie. Et donc, si tu peux nous expliquer, toi, tu es au niveau de l'usine qui traite les minerais. Donc, comme je dis, une production qui est pratiquement au cœur de Nouméa, avec une problématique qui fait que la priorité numéro 1 pour la direction, c'est, je reprends tes termes, c'est la sécurité, et en 2, c'est l'environnement. Et donc, avec un indicateur. Si tu peux nous expliquer, vous, en tant que même plus largement, même cette notion d'indicateur de suivi environnementaux et comment vous, en tant qu'élu, tu appréhendes de ça et ce levier en tant que représentant des salariés. Oui. Déjà, dans le contexte de notre usine, comme je t'avais expliqué, j'explique à tout le monde, on est au cœur de la ville, puisque l'usine, elle est arrivée il y a 140 ans. Et comme en toute logique, l'histoire se passe autour d'une usine. Il y a 140 ans, la ville s'est construite autour. Du coup, l'environnement s'impose à nous, quoi. C'est pas une contrainte, quoi. Donc on a été à un moment obligé d'améliorer nos résultats. Et quand on regarde nos indicateurs historiques qui sont présentés justement lors des comités d'entreprise, c'est la deuxième palette d'indicateurs après la sécurité. Ça va être vraiment notre impact sur l'air qui va vraiment être le premier indicateur. Quand on a l'historique, en fait, je pourrais pas vous montrer là, mais en fait, on voit que dans les années 70, il y avait très peu de filtration. Donc on a dû diviser, j'ai pas le chiffre exact, mais on voit vraiment le gros impact de la réduction des poussières. Et malgré ça, la ville fait que, comme la ville a vraiment, il y a une grosse croissance autour, quoi. On a eu à un moment donné, il y a une dizaine d'années, surtout là, avec l'arrivée des réseaux sociaux, une grosse pression de la population par rapport aux impacts, qui fait qu'on a dû encore mettre les bouchées doubles. Et là, évidemment, on s'est buté sur des gros investissements à rajouter dans une situation où en 2010, là où la situation économique dans le domaine du nickel était très complexe, quoi. On était rentré en crise, beaucoup de concurrence, donc une concurrence rude. Et l'anecdote que je te disais là, c'est que pour passer, par exemple, un des électrofiltres, c'est quand même un électrofiltre, c'est en gros 20 000, c'est 2 milliards pour vous, mais ça fait 20 millions d'euros. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, pour signer le chèque, là, c'était pas évident d'aller vendre ça aux actionnaires. Et moi, j'ai eu la chance à ce moment-là, en tant que tech process, j'étais technicien, je produisais à l'époque, donc je connaissais bien la partie technique de l'impact des électrofiltres. J'ai pu aider justement à débloquer à un moment parce que
au conseil d'administration, c'était compris que en fait l'électrofiltre c'était que de l'environnement, donc ça coinçait un petit peu. Et mais en fait, il n'y a aucun antagonisme nous pour notre usine à rajouter des électrofiltres, puisque les poussières forcément nous c'est notre fonds de commerce, donc on n'a pas du tout intérêt à les envoyer. Il y a plusieurs intérêts à pas les envoyer dans l'atmosphère, on a plutôt intérêt à les fondre. Donc du coup, on a pu raccorder le côté économique et environnement qui matchait bien, et on a pu avoir ces électrofiltres assez rapidement. Mais bon, voilà, il a fallu communiquer entre terrain et direction, quoi. Et quand c'est comme ça, les syndicats, on a un peu ce rôle-là des fois. Entendu. Voilà. Je vais intervenir aussi parce qu'on a une histoire croisée, Eric et moi, puisque je suis rentré dans le groupe Eramet il y a 23 ans. Et très rapidement, je suis allé en Nouvelle-Calédonie. J'y ai travaillé 1 an et demi au début comme responsable de l'amélioration de la situation des poussières. J'étais monsieur poussière. Donc, j'ai une vision sur 20 ans de ce qui s'est passé. Mais en gros, un certain nombre de chantiers existaient évidemment. Et puis, d'autres chantiers j'ai lancé d'autres chantiers qui ont continué par la suite. Mais si vous voulez, sur 20 ans, la pollution des poussières par les cheminées a été divisée par 3. Donc, on peut être content, c'est pas mal. D'une certaine manière, c'est pas beaucoup non plus, mais enfin, voilà, c'est une lutte permanente et c'est une lutte qui finalement rapporte rien, enfin, en termes financiers, mais qu'il est très important de mener. Et Eric montre que c'est très difficile d'avancer quand on veut investir dans des choses qui vont finalement rien rapporter financièrement. C'est très long d'arriver à ces résultats-là. Eric, vas-y. Oui. Vas-y, je t'écoute. J'ai une petite question. Tu disais, dans quelle mesure est-ce qu'il y avait besoin de la pression de la société pour faire avancer le schmilblick ou intrinsèquement, vous, en tant que salarié, en tant que parent, vous impliquez, enfin, ça a été naturel. C'est venu de l'interne, le fait de bouger, le fait d'être moins émetteur et de réduire l'impact de l'usine. Dans quelle mesure il y avait, enfin voilà, je comprends. Il y a un principe tout bête en fait, c'est que la plupart des salariés habitent pas loin de l'usine, quoi. Il peut y avoir un pilote un jour aux manettes, en fait il y a sa famille qui est juste au vent de l'usine, donc on a tous intérêt à faire attention. Et en fait, nous, on a 2 usines. On a l'usine qui produit et on a l'usine qui filtre. Et quand l'usine filtre tombe en panne, il faut vraiment courir parce qu'en fait, là, forcément, on va être sur les réseaux sociaux, il y aura des photos qui vont circuler parce que c'est vrai, quand l'usine qui filtre tombe en panne, c'est vrai que il y a quelques photos sur les réseaux, c'est pas beau à voir, ça fait des panaches de fumée, c'est pas possible, quoi. Donc, on est obligé de vraiment d'être très, très vigilant et d'avoir les super indicateurs sur ça. Et avoir des projets d'investissement, quoi, pour constamment améliorer. Comme Bertrand disait, on a divisé par 3 et là on est encore en train d'acheter des machines pour justement réduire, pour réussir à récupérer les poussières, quoi. Voilà. Entendu. Eric, un petit rebond sur, vous connaissez tous les deux, et dans quelle mesure, c'est justement un peu ce que disait Jérôme entre la prod et la R&D, enfin la recherche, enfin les ingés, dans quelle mesure vous aussi, l'interaction entre toi, tu es en Nouvelle-Calédonie, vous êtes sur la production, et l'interaction que, en tant que représentant du personnel, qu'il y a avec la R&D, avec des militants ou des représentants syndicaux en R&D pour justement faut renforcer vos argumentations et faire peser des arguments auprès de la direction pour investir. En fait, c'est une lutte constante et lutte permanente, quoi. Là, on a un comité, ça tombe bien. Moi, je fais partie du comité européen, donc on a des liens avec toutes les organisations syndicales métropolitaines et européennes, parce qu'il y a des gens de Norvège et tout. Et moi, de ce fait, là, avec cette casquette, j'arrive à rencontrer facilement. C'est quand même plus facile de pouvoir communiquer là, avec ces groupes-là. On arrive à mettre une saine pression justement pour obtenir nos outils, quoi. Et là, justement, en fin de mois, on a une bataille là, parce qu'on est en train d'essayer de demander pour les prochaines années un remplacement de 2 électrofiltres qui sont en fin de vie, que tu as connu, Bertrand. Hein. Donc, on essaie de fusionner ces 2 électrofiltres en un gros, mais ça va être encore un chèque de 20 millions. Et là,
il faut qu'on commence maintenant ça va être la bataille en fin de mois, là, ce comité où je vais rencontrer Bertrand, il va m'aider à trouver les arguments et il faut vraiment qu'on obtienne un engagement sur cet achat, là, cet investissement. Et ça se passe. Alors vous êtes en Nouvelle-Calédonie, vous n'êtes pas passé, vous êtes toujours DPCE, hein, CHSCT. Voilà, c'est ça, nous, on est à l'ancienne et on n'a pas envie de bouger. On aime bien comme ça. Et donc, c'est bien dans ce cadre de l'instance que ça se passe. Voilà, c'est ça. Ok, très voilà, bien. moi j'ai la chance d'être au DP. Je suis représentant au CE, donc là, du coup, on a la vision. On a demandé justement d'avoir le plan des investissements, parce qu'on a un programme d'investissement qui va être lancé là, qui a été accordé. C'est assez rare quand même. On a une grosse enveloppe. En gros, on va dire, c'est un arrangement entre l'État et le territoire qui est qu'il faut préciser, qui est dans un territoire en processus d'indépendance. Il y a une grosse demande d'indépendance. Donc, il y a un gros souci. En fait, il y a un sujet politique. Et à partir de ce moment-là, il y a des accords qui se mettent en place. Et là, en ce moment, on a une opportunité on a une enveloppe qui va arriver pour pouvoir relancer nos investissements, quoi. Parce que nous, on a 3 fours. 3 fours, ça demande une centrale électrique, donc c'est très capitalistique, c'est des gros chèques à chaque fois. Et là, quand je parlais d'un électrofixe, c'est rien du tout à côté d'une centrale là où qu'on n'arrive pas à avoir, par exemple une centrale électrique. Là, on a réussi à en avoir une en accosté temporaire. C'est une centrale qui va arriver, qui va nous fournir l'électricité, parce que là, on était en bout de souffle, voilà, on était en fin de vie avec notre centrale. Donc on a vraiment un souci pour renouveler tous nos équipements. Et alors l'environnement, c'est clair qu'en ce moment là, ça va être difficile de vendre, de demander en plus, des remplacements sur les gros équipements de filtration. Mais on va tenter le coup. Alors, il faut savoir que la centrale électrique de l'usine Société Le Nickel, ça fait au moins 10-15 ans qu'on sait qu'il faut la changer. Mais en fait, à tous les étages, ça échoue en permanence et à tel point qu'il y a eu elle est tellement vieillissante qu'il y a eu un accident mortel l'an dernier. Ouais. Et vraiment, la situation est très mauvaise. C'est une vieille centrale qui pollue beaucoup, hein, qui doit avoir c'est impossible de la conserver. Et là où, pour répondre à ta question, Rodolphe, comment on peut se soutenir ? Récemment, moi, pour la campagne des élections, j'ai reçu un soutien écrit du syndicat d'Éric, dont je pense qu'il m'a rapporté un certain nombre de voix, parce que les syndicats n'ont pas l'habitude de faire des actions communes d'une entité à une autre, et je pense que ça, c'est une initiative qui était bonne. Entendu. Ouais. Merci à vous. Alors, on a un bon quart d'heure encore. Donc, merci à vous 4. Pour les interventions, pour les témoignages terrain que vous avez rapportés. Et donc, il y a pas mal de questions. Arnaud, Dorothée, je vous laisse la main pour peut-être un peu poser les choses avant qu'on rebondisse. Alors, il y avait pas mal de petites questions qui étaient purement techniques, hein, sur le fait que est-ce qu'on va pouvoir disposer d'un compte rendu. Donc, j'ai rassuré sur ce point-là, mais du coup, je le redis devant tout le monde. Rodolphe, en tant que média bien engagé, va évidemment utiliser les outils de rediffusion, les questions qui ont été posées pour faire un article qui sera publié sur Miroir Social, mais il y aura bien évidemment la possibilité de vous l'adresser directement sur vos boîtes mail respectives. Et moi, j'ai remis un lien sur la définition et les prérogatives des BDESE telles qu'elles existent aujourd'hui et telles qu'elles sont parues en octobre 2021. Voilà. Ah, étant entendu qu'il reste quand même effectivement encore quelques textes à publier, donc évidemment, ça pourrait être l'occasion de faire un point quand l'ensemble de l'écosystème réglementaire et législatif aura été publié. Oui, je voulais rebondir sur ce que j'avais retenu des notes là, sur ce que disait Dorothée Charveria, qui mentionnait qu'il y avait une inertie du management, j'ai noté 3 points, des problèmes de moyens financiers, et puis la nécessité de faire appel à un certain nombre d'experts pour résoudre les problèmes environnementaux. Donc, les problèmes environnementaux, je pense, souvent sont assez bien compris et perçus par les gens quand ils connaissent bien leur métier.
Mais la difficulté, c'est d'arriver à faire un fonctionnement collectif, positif, quand il y a beaucoup de gens, beaucoup de sociétés et beaucoup d'enjeux politiques internes. Et je pense que c'était une bonne remarque de sa part de synthétiser ces trois problématiques comme étant essentielles. C'est vrai qu'il est important que ce soit partagé. C'est-à-dire que si ça ne l'est pas, ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est vrai que bon, le CSE, aujourd'hui, dans sa structure, on a perdu beaucoup de ressources par rapport à j'envie Eric, là, aux anciennes institutions, notamment sur les conditions de travail avec le CHSCT, ça c'est perdu. Et le CSE s'occupe des œufs de Pâques, des cadeaux de Noël et des orientations stratégiques d'un groupe pour nous de 2000 personnes, quoi. Donc c'est très très compliqué. Les expertises sont aussi très pointues, que ce soit sur la politique sociale. Là, on a travaillé 2 fois de suite sur les compétences et c'est pas des outils simples à gérer, surtout que le marché est en tension. Et à chaque fois, on revient sur la même chose, c'est il faut que le constat, dans la vie qu'on essaye d'émettre, c'est que on essaye de partager le constat. C'est important qu'on ait le constat partagé pour, comme dit Jérôme, pour qu'on se retrouve ensemble sur les solutions. Et on sait dans nos métiers industriels que s'il y avait eu une bonne solution, on l'aurait trouvée tout de suite, naturellement. Donc, il faut réussir à choisir la moins mauvaise. Et c'est là qu'il faut s'entendre et peser. Alors, après, Bertrand expliquait les parties prenantes. Alors, on a travaillé, nous, sur un modèle de société à mission et c'est des choix de gouvernance. Alors, ce n'est pas forcément le CSE, mais c'est des choix de gouvernance d'un comité à mission qui peut ressembler aussi au CSE sur le même support, quoi. Mais l'expertise est importante au départ et il faut bien travailler sur ce qu'on cible au niveau de l'expertise. Essayer d'avoir ce constat partagé et puis après essayer d'être constructif dans notre expertise, aller chercher nous-mêmes les expertises métiers, donc de rassembler les gens et les collègues de travail pour avoir les avis. Et puis pour nous, on essaie d'être offensif pour faire bouger les lignes au niveau de la société. Après, c'est le financier qui, à la fin, décidera, et l'actionnaire, de fait, on le sait. Mais c'est vrai que la formation, je pense, est un point crucial à avoir en tête pour les CSE dans les années à venir, quoi. Parce que qui dit nouvelles prérogatives dit qu'on ne sait pas forcément comment les prendre et comment savoir les juger. Ou savoir juger justement les rapports dont Bertrand vous parliez des experts. Voilà, c'est important d'avoir des éléments en main pour pouvoir le faire. Merci. Didier, moi, il y a une question, je me permets de rebondir. Tu parlais d'avis motivés que vous avez fait, que vous avez posé en CSE sur la stratégie, sur le plan, enfin, par rapport à ce que la direction sur son avancée, en mettant en avant justement l'enjeu environnemental, si je ne me trompe pas. Dans quelle mesure cet avis, vous en avez fait un outil de communication auprès des salariés, et dans quelle mesure ça infuse ou pas plus que ça auprès de l'ensemble des salariés? Alors, si on vient sur la partie au fourneau, politiquement, l'environnement, tout le monde a compris qu'il faut qu'on trouve une autre solution. Ce n'était pas vrai il y a 3 ans. Donc là, ça a évolué en quelques mois, je dirais. Après, donc, le souci, c'est effectivement rassurer sur les pertes d'emploi, parce qu'il faut qu'on soit là, sur les transferts de connaissances et de compétences pour les anciens qui risquent de perdre leur emploi, et essayer de trouver ces solutions les plus pérennes possibles pour les 30 années qui viennent. Et là, ça bouge tellement vite. Alors, c'est pas la voiture électrique de Jérôme, mais ça bouge tellement vite au niveau des sidérurgistes. On voit les problèmes d'approvisionnement avec les problématiques de l'Ukraine, des choses comme ça. Et tout ça fait que l'équation est vraiment pas simple. Et il faut, nous, ce qu'on essaie on demande, c'est d'avoir plus de confiance pour justement, on est tous dans ce brouillard-là, mais si on est dans le brouillard tous ensemble en confiance, on avancera. Autrement, on risque de se mettre et prendre des positions de tranchées, comme dirait. C'est vraiment pas simple, quoi. Après, j'entends bien Dorothée, la formation, mais elle est souvent sur le terrain. C'est souvent de l'apprentissage. On a fait un droit d'alerte quand il y a eu
l'annonce de cession aux Chinois pour regarder les autres opportunités, pour regarder tout ça. Bon, c'est compliqué, quoi. Bien sûr. Et tout ça, c'est très compliqué. Puis vous avez effectivement la politique qui vient dedans avec les stratégies. On a, nous, un gros problème. On est 60% du marché européen. Donc, le problème de souveraineté pour les infrastructures qui transportent de l'eau potable, même si ce n'est pas le cœur de métier de Saint-Gobain, ça mérite que Saint-Gobain s'y intéresse au moins pour nous laisser une chance pour la survie, quoi. Ça, c'est Jérôme, n'hésite pas si tu veux. Moi, il y avait. Ouais. Il y avait une question tout à l'heure dans le chat sur l'électricité. Effectivement, la fusion électrique, ce qu'on propose à Fort Arc, ça consomme beaucoup d'électricité. Mais bon, on avait l'usine de Grande-Range qui avait un four électrique à arc plus puissant que ce que nous on aurait besoin à Pont-à-Mousson. Et donc, on aimerait bien se raccrocher sur cette ligne-là. Il a fermé en 2012, donc il a libéré du potentiel de ferraille et il a libéré de la consommation d'énergie aussi de fait. Et on a perdu quand même pas mal d'emplois sur Florange. Par contre, contrairement à Longwy qui a fermé en 88, Florange, avec son four électrique à arc, a tenu 20 ans de plus, quoi. Entendu. Moi, Jérôme, j'ai une petite relance à te poser sur. Il y a du côté de Renault, la CGT a bossé sur un gros projet alternatif avec le recyclage. D'ailleurs, enfin, il y a vraiment eu un boulot de fait par la CGT là-bas. Tu l'as suivi, ça vous inspire. Et parce que je me rappelle l'idée, alors je ne sais pas dans quelle mesure ça a bien fonctionné, mais c'était aussi le sens de la question que je posais à Didier. C'était tout ce travail d'analyse, d'argumentation. L'idée, c'était de le partager avec les salariés pour le mettre en confrontation, etc., sur un peu vos pistes alternatives. Est-ce que ça t'inspire sur des actions possibles du côté de Sochaux ? Ouais, pour l'instant, on n'est pas là à Sochaux, mais effectivement, les copains de Renault ont bossé là-dessus et je crois qu'ils avaient fait une voiture toute électrique du côté un projet de. Donc, nous, on n'en est pas encore à ce point-là. Voilà, on est un peu en retard parce qu'on est très pris à droite et à gauche, mais oui, pourquoi pas, c'est une idée. Après, il faut faire attention. On parle de pollution, mais on parle aussi, pas de prendre les emplois non plus ailleurs. Nous, chez Conitry, mais ça n'a rien à voir avec au niveau de la production, dès que les semi-conducteurs sont tombés en panne, ils ont voulu nous mettre en concurrence avec nos camarades d'Opel à Eisenach en Allemagne, en disant il n'y a plus de semi-conducteurs, donc la production que fait Opel à Eisenach, on le ramène à Sochaux. Mais s'il n'y a plus de semi-conducteurs en Allemagne, c'est qu'il n'y en a pas en France non plus, quoi. Je veux dire, la pénurie est mondiale. Donc, il faut faire attention dans ces schémas de je vais faire une voiture, je vais faire un projet, de ne pas non plus priver l'emploi au niveau du monde, quoi. Priver de l'emploi du voisin d'à côté qui a besoin aussi de son emploi pour se nourrir et fonder sa famille, quoi. Voilà. Mais l'idée des copains de Renault est bonne et on verra si nous on arrive à faire la même chose, un projet sur Sochaux comme ça. Je me souviens, il y avait dans le projet de la CGT Renault, il y avait l'idée d'avoir alors c'est à contre-courant total, c'est d'avoir une voiture super accessible, produite en France, c'était ça quand même, mais pas électrique la voiture, hein. Oui, mais qui consomme moins parce que légère, etc. Mais la voiture light, quoi, pour des trajets courts, etc. Et super accessible. Peut-être que ça va revenir, on remarque. On disait à un moment que c'était le projet de Renault en Roumanie de faire la Logan la plus légère possible, avec très peu d'électronique, super simple, etc. Pourquoi pas, hein. Peut-être que ça reviendra, ce genre de choses. Arnaud, tu vois des éléments? C'est ce que j'étais en train de noter, justement. Il y a beaucoup de remarques et de questions. Ça va être dur de les synthétiser, mais ce que je retiens, c'est qu'il y a effectivement pas mal de nos participants qui évoquent une approche globale, hein. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais l'impact de la guerre en Ukraine, l'impact de tout ce que provoque aujourd'hui et aussi les suites de la pandémie en termes d'accès aux ressources premières pour notamment ce qui constitue le développement de nos outils industriels est assez manifeste. Effectivement, on voit que tout aujourd'hui tout se tient et qu'il ne peut plus y avoir sur la question environnementale une approche qui soit seulement limitée aux impacts et aux conséquences, et qu'il faut effectivement que chacun, et donc on en fait tous partie en tant qu'acteurs du dialogue social, nous prenions notre part à cette réflexion globale. Et c'est vrai que ça revient à ce qu'on disait plus tôt dans la journée sur le fait qu'aujourd'hui,
on ne peut pas avoir une réflexion qui se limite à la seule chaîne de valeur dans l'entreprise et que la réflexion doit être globale et que chaque acteur doit pouvoir bénéficier des informations à la fois en amont et aussi en aval de la production telle qu'il la pratique. Donc, il y a vraiment pas mal de questions. J'avais un point sur les approches globales multisectorielles, la guerre en Ukraine. C'était effectivement Jean-Marie Weber qui nous disait que ce que l'on vit aujourd'hui en Ukraine va faire bouger les lignes par la prise de conscience des risques de dépendance sur les ressources énergétiques, d'alimentation, de matériaux. Et les syndicats, c'était le message important, je pense que je voulais vous faire partager à tous, devront se structurer avec des compétences élargies sur les questions RSE. Moi, je rajouterais même peut-être au-delà de la RSE, qui est effectivement l'outil qui permet d'impliquer davantage certaines parties prenantes dans les choix stratégiques qui sont opérés par les entreprises. Et ça revient aussi à ce que disaient Bertrand et Didier tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, il faut effectivement réfléchir à l'accroissement des compétences des CSE, notamment sur ces questions-là, avec la limite réglementaire et législative à laquelle on est confronté aujourd'hui depuis la création de ces instances. Jean-Marie, Arnaud, Jean-Marie est mon tuteur en RSE. Donc, il est actuellement référent Grand Est CFE-CGC en RSE et il est en train de me former pour que je puisse reprendre sa place. Et je suis très content et je félicite Jean-Marie pour toute l'aide qu'il m'apporte. Et puis, effectivement, prendre cette nouvelle casquette-là pour essayer de faire avancer mon entreprise et puis les autres, tous celles qui en auront besoin, sur une approche globale, effectivement, parce que là, on n'a pas le choix. Oui, sur la globalité des problématiques, je voulais faire une citation de notre présidente Christelle Bory, qui disait un jour que la transition énergétique, c'est-à-dire le basculement très large sur les voitures électriques, en fait, nécessiterait de miner autant de cuivre dans les 30 prochaines années qu'on en a miné depuis le début de l'humanité. Alors, nous, on ne fait pas de cuivre, donc elle a pris ce métal-là pour pas trop engager la société, mais on sent bien que, vu du côté minier, la transition énergétique, ça nécessite beaucoup plus de travail, beaucoup plus de mines et donc beaucoup plus d'effets environnementaux dans l'absolu. Donc la problématique globale est très difficile parce que certes, la mine va donc abîmer davantage la nature, mais le gain derrière, en fait, il est difficile à évaluer. Donc il faudrait que des philosophes ou des scientifiques essayent de faire le tour complet du problème. Entendu. Moi, j'ai une petite relance à Eric sur le côté un peu loin des yeux, loin du cœur. C'est-à-dire, là, tu parlais de l'usine qui est à Nouméa. Dans quelle mesure, tout de suite, nos degrés de sensibilité les moindres par rapport aux sites d'exploitation qui sont là, pour le coup, complètement délocalisés, vraiment dans des endroits qui, si je me trompe, où il y a personne. Dans quelle mesure le niveau de sensibilité il est moins important? Est-ce que je me trompe peut-être complètement? Ah non, pas du tout. Au contraire, j'ai pas parlé de la mine parce que je travaille peu sur mine et peu avec les mineurs, puisqu'on est tellement pris dans notre processus de survie là, ces dernières années. Mais sachez que sur mine, c'est encore plus complexe que la ville. Parce qu'il y a le côté sociétal, parce que autour des mines, c'est pas la ville, mais il y a du monde qui habite. Et il y a des terres coutumières. C'est vraiment le sociétal, quoi, qui est encore plus important qui est encore plus sensible, on va dire. Et ça nous a posé d'énormes problèmes ces dernières années, notamment avec là, pour le coup, c'est pas l'impact à l'air, mais c'est plus l'impact sur les rivières et tout. Donc l'impact sur sur l'érosion et la pollution de l'eau, quoi. Donc du coup, pareil, là aussi, il y a énormément de moyens qui sont mis en place, beaucoup de moyens permitting. J'ai pas parlé de ça aussi, mais moi j'ai vraiment vu cette transition là en tant que salarié Célène depuis 30 ans. C'est que moi, je me souviens du premier ingénieur, il y avait une première personne qui faisait de l'environnement. Et maintenant, j'ai pas en tête, mais il y a au moins 20 pilotes qui s'occupent de ça et qui sont dispatchés surtout sur mine. Et en fait, tout le monde maintenant s'approprie l'environnement, quoi. Donc il y a des gens qui vont piloter la démarche, mais il y a tout le monde est acteur en fait. Et ça, moi, je le ressens bien quand je suis en échange sur l'usine et quand les fois j'allais sur mine.
que je me souviens, une anecdote, ça arrête pas d'évoluer. Maintenant, nos gars qui vont prospecter, qui vont regarder, par exemple, les ouvrages de retenue des eaux, ils le font avec des drones, des tablettes et tout, quoi. Donc ça, j'avais vu passer les choses. J'avais pu aider aussi les collègues qui faisaient ce genre de démarches. Donc c'est vraiment, c'est vital, quoi. Si on fait pas ça, on meurt, quoi. Mais Si globalement, on n'est pas dans l'environnement. mais globalement, l'image des ramettes en Nouvelle-Calédonie, elle est parce qu'il y a, le facteur emploi. Enfin, on considère qu'Eramet est responsable dans ce qu'elle fait, ou alors les associations environnementales vous continuent à vous rentrer dedans, à juste titre peut-être. Enfin, dans quelle mesure il y a l'image que vous avez? Ouais, l'image, elle est contrastée parce que, comment dire, c'est ce que je te disais, c'est par rapport au climat politique, au climat où on est censé aller vers une indépendance, mais le pays est coupé en deux. En fait, le dernier référendum, c'était 47-52, quoi. Donc, on est passé à 3 points de ne plus être français. Donc, il y a le pays est vraiment coupé en deux. Et c'est pas évident de répondre à ta question au niveau, quelle est l'image des Ramettes là-dessus. C'est hyper contrasté, quoi. Bah, en tout cas, tout le monde sait que la société Le Nickel, donc détenue par Eramet et Eramet détenue par l'État français, donc pour un certain nombre d'acteurs de Nouvelle-Calédonie, l'Eramet n'est qu'une ligne électrique qui mène à l'État. Donc on discute avec l'État et la SLN sert de téléphone. Hein. Donc, de temps en temps, il y a des actions locales très étonnantes de blocage, etc., qui sont liées au fait que le rôle réel d'Eramet, en fait, c'est la valeur de son actionnaire. Et c'est pour ça que moi, au début de cette réunion, je parlais bien d'une notion de RSE, dans laquelle je trouve que l'actionnaire doit se sentir responsable aussi, et pas uniquement porteur de part. Très bien. Ouais. Bah, merci à vous tous, toutes, de vos interventions. Merci de votre participation dans la salle. Replay à suivre et compte rendu écrit à suivre. Prochain live. Merci à tous. Prochain, sur alors tout autre sujet, encore que c'est sur l'épargne salariale accessible à tous et les fonds on place en fonction des enjeux environnementaux, les investissements répondent de plus en plus à des logiques dans quelle mesure il y a des logiques environnementales qui sont sous-tendues avec les responsabilités qui vont avec et qui vont justifier des investissements ou non. Donc à suivre vendredi prochain, inscrivez-vous. Arnaud, tu voulais dire quelque chose? Oui, d'abord vous remercier tous pour vos interventions. Merci aussi toutes celles et tous ceux qui ont participé au chat. On n'a pas répondu à toutes les questions, il y en avait quelques-unes qui sont arrivées dans les dernières minutes, mais on prendra le soin avec Rodolphe de relire ce que tu produis pour éventuellement tenter de répondre aux quelques questions qui n'ont pas obtenu de réponse. En tout cas, une nouvelle fois, merci à tous et puis une très belle journée. Et puis pour ceux qui sont en France métropolitaine, je ne sais pas le temps en Nouvelle-Calédonie, mais normalement, on aura un beau week-end avec du soleil. Ah ouais, tu vas prolonger notre super semaine, donc c'est super. Ok, merci Dorothée, merci Jérôme, Didier, Bertrand, Eric. Au revoir. Et merci au revoir. Bon week-end à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.